Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler un petit peu d'un sujet clé évidemment dans l'écosystème startup, c'est celui des valorisations et notamment celui des valorisations des sorties. Pour rappel, une sortie, hein, c'est quand une startup qui a grandi se fait racheter par quelqu'un. Donc, en général, ce quelqu'un, ça peut être un grand groupe, ça peut être aussi parfois un fonds d'investissement. Et en fait, la sortie est une notion très importante dans l'écosystème startup puisque c'est en gros la dernière étape de tout le process de financement de l'écosystème startup. S'il n'y avait pas de sortie, personne n'investirait en startup puisque c'est au moment de la sortie que les investisseurs réalisent leur plus-value. Donc, c'est une notion vachement importante. Avoir en tête les ordres de grandeur sur ce que c'est qu'une sortie quand on est une startup française, combien ça coûte d'acheter une startup française, et puis même avant de parler du prix de l'exit, parler de la valorisation des levées de fonds de la startup, parce qu'en général, une startup, avant de se faire racheter, elle réalise plusieurs levées de fonds à des valorisations croissantes, normalement, si la boîte se développe bien. Et donc, c'est très important aussi d'avoir en tête les ordres de grandeur de ces valorisations. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet qui est assez difficile on va dire, à analyser, puisque c'est difficile de récolter des données sur ce sujet-là. Les startups qui lèvent des fonds, elles ne sont pas cotées en bourse, donc les informations ne sont pas publiques, donc il faut aller creuser pour les récupérer. Et c'est ce que fait Avolta, qui est une banque d'affaires, qui le fait chaque année, et il compile toutes leurs infos dans un rapport qui est vachement bien fait, qui est accessible gratuitement sur leur site internet, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Et je vais partager mon écran en fait pour qu'on puisse donc voir ensemble la présentation en question. Et Alexandre, qui travaille avec moi chez Angel Square pour la communication, vous a mis dans le chat du webinar le lien pour télécharger vous-même la présentation. Alors, je vais partager mon écran. Toc. Voilà. Donc, VC M&A, donc c'est en anglais, hein, mais je vous aiderai à comprendre. Il y a des notions, il y a des termes parfois un peu barbares en anglais qu'on va traduire. Mais donc l'idée, voilà, c'est de passer un peu cette présentation en revue parce qu'il y a des infos vachement intéressantes dedans. Et donc, on va les revoir ensemble et je répondrai ensuite à vos questions. Donc, je vous invite dès maintenant à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses du Zoom. Et quand j'aurai terminé de commenter l'étude, je répondrai à ces questions-là. Voilà. Donc, la petite intro qu'on peut faire sur ce thème-là, c'est que déjà, l'écosystème startup est un écosystème très jeune. Vous verrez, il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'entre 2014 et 2020, les startups françaises ont levé, le montant total levé par les startups a été multiplié par 7. Donc, en fait, c'est quasiment comme si un secteur économique entier était apparu depuis 2014. Donc, c'est quand même un phénomène assez impressionnant et assez rare, puisque les ordres de grandeur sont quand même assez époustouflants. Donc, c'est quand même un ovni sur le plan économique, cet écosystème startup, et c'est vachement intéressant de le commenter et d'essayer de décrypter voilà, ce que veulent dire tous ces chiffres et cette tendance. Alors, on a pris l'indicateur du montant total levé par les startups a été entériné en gros comme le principal indicateur du dynamisme de l'écosystème tech. Alors ça vaut ce que ça vaut. L'argent levé, certes, ça veut dire que c'est un écosystème dynamique qui attire des investisseurs, donc qui attire aussi des talents, des gens talentueux qui vont monter des boîtes, qui vont travailler dans des startups, etc. On aurait pu peut-être choisir d'autres indicateurs comme, je sais pas, peut-être le nombre d'emplois créés, etc. Mais en tout cas, voilà, le fait est qu'on a retenu l'indicateur. Quand je dis on, c'est tous les gens qui commentent et qui sont acteurs de cet écosystème startup. On a choisi l'indicateur du montant levé. Et voilà, et aussi accessoirement, parce que c'est l'indicateur qui est le plus facile à suivre et à mesurer dans ce petit monde justement des startups qui est finalement assez opaque, où c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans une startup, combien elle lève, à quel valo, etc. Donc voilà, donc on va principalement se concentrer sur l'indicateur des montants levés.
Alors, on va d'abord parler des tendances et ensuite on parlera des chiffres des exits. Alors, parce que les tendances sont vachement importantes aussi à avoir en tête. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, le montant total des investissements en startup a été multiplié par 7 entre 2014 et 2020. Alors, vous voyez donc là sur le graphique du haut, chaque barre représente un trimestre d'une année. En fait. Donc l'étude s'arrête en octobre 2020, donc elle s'arrête au Q3 2020. Et donc voilà, on constate que le montant a explosé. Vous voyez, au Q1 2014, on était vu de nez, à 200 millions d'euros levés à peu près. Et au Q3 2020, on est déjà à 1 milliard 250 millions. Sachant que les projections pour 2020, parce que là, on est en décembre et l'étude a été finalisée en octobre, mais a priori, en 2020, le record des montants levés va être explosé. On sera à plus de 5 milliards 500 millions malgré le Covid. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable comme courbe de progression en montant total levé. Mais cette augmentation du montant total levé ne doit pas être, je veux dire, doit être analysé un peu plus en détail, puisque ça, en fait, ça couvre des réalités très différentes et ça peut être potentiellement l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser en détail ce qui se passe concrètement dans cet écosystème startup qui a levé tant d'argent en 2020 et les années précédentes aussi. Et en fait, dès le deuxième graphique, là, le graphique d'en dessous, c'est en fait la valeur moyenne des deals, c'est-à-dire que la levée de fonds moyenne, en gros, on voit qu'elle est passée de 1 million au Q1 2014 à 2,5 millions au Q3 2020. Donc, elle a été multipliée par 2,5 depuis 2014. Donc, ça veut dire que déjà, chaque startup lève 2 fois plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 fois plus de startups, ça veut dire qu'une startup lève plus. Bon, ça, c'est important à savoir parce que c'est en fait une notion qui va revenir assez régulièrement dans le reste de l'étude. Et d'ailleurs, on constate que le nombre de deals, en fait, qui est la courbe rouge du graphique du haut, et c'est le nombre total de deals, n'a pas tant augmenté que ça. Il était un peu en dessous, il était aux alentours de 500 deals par an en 2014 et en 2019, il était à 750 deals par an à peu près. Donc, il n'a pas été multiplié par 7 comme le montant total levé a été multiplié par 7. Voilà. Et puis à droite, on a les plus gros deals. Et en fait, on constate aussi que vous voyez par exemple au Q3 2020, le top 3 des plus gros deals représente plus de la moitié du montant total levé. Donc on constate assez rapidement une grosse surreprésentation des très grosses levées de fonds, en fait. Voilà. Ensuite, voilà, là, on a. Qu'est-ce qu'on a sur ce slide? C'est en fait la proportion des levées de fonds par tour de table. Le tour de table, à chaque tour de table correspond à un stade de maturité de la startup. Donc, ça commence, le premier tour de table, c'est le seed, qu'on appelle en français l'amorçage, c'est la première levée de fonds. Et on constate en fait que la part de l'amorçage, justement, décroît. Elle était de 50% et plus en 2014, et aujourd'hui, elle tourne plutôt à 30%. Ça, c'est assez fondamental, parce que ça veut dire qu'en fait, les transactions et on va dire la croissance des montants investis dans l'écosystème startup, c'est fait surtout sur les tours de financement ultérieurs. Donc, notamment là, on constate par rapport à 2014, une grosse surreprésentation des deals série B, série C, série D. Donc ça, quand on dit série B, c'est une startup qui lève à partir de, plus de 5 millions d'euros, on va dire. En 2014, c'était 5% des deals, à peu près, un petit peu plus. Et aujourd'hui, on est à 20% des deals. Donc c'est une évolution assez fondamentale aussi. Et évidemment, en nombre de deals, là où on voit au Q3 2020, en nombre de deals, là, le petit carré gris est minuscule parce qu'en fait, il y a très peu de séries D et plus, puisque c'est des boîtes qui là lèvent plus de 50, 100 millions. Et donc, en nombre de deals, ça représente très peu, mais on a vu sur le slide précédent qu'en montant total levé, ça représente plus de la moitié. Donc voilà, ça biaise quand même. Là, ces très gros deals biaisent l'analyse forcément et le montant total levé.
Donc voilà, sur le slide suivant, alors j'espère que je ne passe pas trop vite. De toute façon, il faut avancer. Il y a une quinzaine de slides à peu près qu'on va commenter. Donc j'espère que c'est clair pour vous le- les chiffres, les termes, etc. En tout cas, quand je passe sur un terme un petit peu technique, j'essaie de vous le traduire. Alors, je vais juste voir s'il y a des commentaires dans le chat. On va se remettre en plein écran. Voilà, donc là, on est sur le nombre de deals, le montant moyen des levées de fonds par stade de maturité. Là encore, on constate qu'entre 2014 et 2020, les levées d'amorçage, donc le seed, c'est la courbe noire en bas, et ben en fait est quasiment stable. Ça veut dire qu'en gros, en 2014, une startup levait à peu près en amorçage à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Alors, elle levait un petit peu moins quand même, parce que voilà, mais c'est assez marrant de voir que la courbe du montant moyen de l'amorçage est quand même assez plate par rapport aux autres, notamment par rapport à la courbe là on est plutôt sur la courbe grise ou la courbe bleu ciel, qui elle, sachant que c'est une échelle logarithmique, hein, ça augmente très vite. La courbe grise a explosé, quoi. Elle est passée de 5 à plus de 100. Là, il y a une vraie explosion sur les montants moyens levés en série C, en série D et plus. Donc, encore une fois, c'est sur les très gros deals. On constate encore sur ce slide la prépondérance des très gros deals. Sur le slide suivant, on s'intéresse au profil des investisseurs, au profil géographique des investisseurs qui investissent dans les startups françaises. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, puisque évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est la courbe rouge, qui représente en fait la proportion des deals, donc des startups, financés par au moins un investisseur étranger. Donc, on voit qu'en 2014, il y avait entre 5 et 10% de startups financées qui l'étaient par un investisseur étranger. Et aujourd'hui, on est entre 25 et 30%. Donc, a priori, on peut se dire que on peut faire une analyse assez simple. C'est les investisseurs étrangers qui font augmenter les montants investis et accessoirement aussi les valorisations, puisqu'on voit que sur le petit graphique de droite, qui représente en fait EV, c'est Enterprise Value, c'est la valorisation, et TTM, c'est Trailing 12 Months, ça veut dire que c'est en gros le revenu, donc le chiffre d'affaires sur un an. Voilà. Et en gros, on voit que quand il y a une startup financée par un investisseur étranger, c'est la colonne bleue de droite, et ben en fait, la valo de cette startup est 6,9 fois le chiffre d'affaires annuel, alors que quand c'est des Français, c'est un peu moins, c'est 6,4. Mais de manière générale, voilà, on voit que depuis 2018, la proportion des investisseurs étrangers a explosé, et ça correspond aussi à l'explosion des montants investis. Donc voilà, on conclut assez rapidement que l'explosion des montants investis en startup est due à en bonne partie en tout cas, à des investisseurs étrangers. Et puis, pour rentrer un peu dans le détail, on voit d'où viennent ces investisseurs étrangers. On voit que c'est notamment les Anglais et les Américains, c'est la courbe bleu ciel et la courbe vert clair, qui représentent chacun 10% des investisseurs étrangers. Voilà. Enfin, non, pardon, 10% des investisseurs en start-up. Ensuite, alors ça, c'est en fait un slide qui concerne les business models. Donc, c'est le nombre de deals en fonction des business models des startups. Alors, pourquoi on s'intéresse au business model? Parce qu'en fait, souvent, les fonds d'investissement ont des business models de prédilection. Et il se trouve que c'est souvent les mêmes, hein, puisque on constate que la barre noire du bas et la bleu ciel, qui représentent les business models de commission, c'est-à-dire par exemple, les places de marché, les places de marché qui représentent aussi un grand nombre de startups financées. Donc, les commissions et les business models de subscription, donc c'est les abonnements, représentent en 2020 quasiment 80% des deals, entre 70 et 80% des deals. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que vraiment, les investisseurs aiment ces business models.
c'est assez facilement compréhensible, hein, puisque les abonnements, ça veut dire du récurrent, et du chiffre d'affaires récurrent, c'est toujours plus confortable. Et la place de marché, enfin la commission, c'est le business model de la place de marché. Et ça, même chose, ça veut dire que une place de marché, perçoit, en gros, a pour boulot de générer du trafic et de se rémunérer sur le trafic et les transactions qu'elle génère. Donc, c'est des business models très rentables, en fait. Voilà. Contrairement à, par exemple, le business model qu'on appelle le research, qui est de la R&D. Là, ça coûte très cher, parce qu'en général, les boîtes qui font beaucoup de R&D pardon, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais les boîtes qui font beaucoup de R&D font peu de chiffre d'affaires, ou en tout cas en feront dans très longtemps. Et donc ça, pour les investisseurs, évidemment, c'est un peu plus flippant, puisque on met de l'argent dans une boîte qui n'est pas prête d'en gagner. Donc c'est pour ça que les investisseurs préfèrent largement les business models commission et abonnement. Le slide suivant, c'est... attendez. Le slide suivant, voilà, c'est en fait la comparaison entre le nombre de deals, le nombre de startups financées, et le montant total levé, enfin le montant des deals. On constate qu'en fait, il y a moins de deals qu'avant dans l'écosystème startup français. Ça, c'est assez étonnant quand même, parce qu'on dit que l'écosystème cartonne, etc. Ce qui est vrai, encore une fois, comme j'ai dit au début, c'est un écosystème qui n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est quand même une évolution assez fabuleuse. Mais pourtant, voilà, on regarde la courbe 2018. Là, je suis sur le graphique de gauche, la courbe 2018 qui est vert pétard, là, enfin vert fluo, bleu fluo, pardon. C'était le record. Donc, en gros, c'est l'année 2018 où on a vu le plus de startups différentes se financer. Voilà. Et ensuite, la courbe grise 2019 était un peu en dessous. Et on voit que la courbe de 2020, la vert d'eau, va être largement en dessous. Alors après, il y a certainement un effet Covid. Mais en tout cas, c'est marrant de noter que le nombre de deals stagne, voire même baisse un petit peu. Alors que justement, sur le graphique de droite, il y a une explosion terrible, enfin terrible dans le bon sens du terme, hein, mais une vraie accélération du montant total levé depuis notamment 2018. Parce qu'on voit qu'en 2018, voilà, la courbe s'arrête à 3500, ça veut dire 3 milliards 500 millions. En 2019, elle a fini à plus de 4 millions 4 milliards 5. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en 2020, on estime que ça va se finir à 5 milliards 5. Donc voilà, il y a autant de deals, voire même un peu moins, et des montants totaux investis qui ont explosé. Alors, je vois qu'il y a une question de Njara qui demande ce que veut dire performance dans le type de business model. Performance, en fait, ça veut dire c'est quand une transaction se fait, c'est par exemple un cabinet de chasseurs de tête, il se rémunère uniquement quand il a réussi à trouver un candidat pour son client. Voilà. C'est ça la performance. Ou par exemple, des sites de crowdfunding, ils se rémunèrent que quand un projet est financé en intégralité. Voilà. Je continue. Donc voilà, sur ce slide, conclusion, il y a un peu moins de deals, mais beaucoup plus d'argent investi. Ça, c'est important à noter. Slide suivant. Alors voilà, là aussi, je trouve ça vachement intéressant, puisque le profil des investisseurs, donc là, on se focus sur le nombre total d'investisseurs actifs. Et même chose, entre 2014 et 2020, là, on voit qu'il a explosé. Il a doublé entre 2014 et 2020. Alors là, il faut savoir que l'étude prend en compte les fonds d'investissement. Ça ne prend pas en compte les business angels ou ce qu'on appelle le love money. Donc, si votre oncle et votre papa financent votre startup, ce n'est pas compté dans les investisseurs-là. C'est que les fonds d'investissement. Mais même, ça veut dire que en 2014, il y avait 150 fonds d'investissement qui investissaient en start-up françaises. Et en 2020, en 2020, ça baisse, parce que là, pour le coup, c'est certainement un effet Covid. Mais 2019, c'était 300. Donc là, ça a doublé. Et là, c'est vraiment notable comme évolution, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment que le marché du VC, en nombre de VC, a doublé. Et ça, c'est énorme.
En 2020, on constate que ça va baisser. Enfin, c'est une projection, mais a priori, ça devrait baisser significativement. En fait, c'est assez logique puisque c'est le Covid qui a refroidi les investisseurs les plus frileux. Évidemment, l'investissement en start-up, c'est risqué. Donc, quand il y a une crise majeure comme celle du Covid, il y en a certains qui arrêtent parce que ça fait peur, quoi. Donc, c'est pour ça que le nombre d'investisseurs actifs en 2020 devrait assez significativement baisser. Voilà, et puis à droite, c'est assez marrant, on constate que le VC le plus actif, en fait, c'est l'État, c'est la BPI, avec 94 deals. C'est donc 4 fois plus que le deuxième, qui est Kima Ventures. Kima, c'est le fonds de Xavier Niel, qui est déjà très, très, très actif. Donc la BPI est à 94, donc ça aussi, c'est quand même assez marrant de constater que en fait, sur les montants qui sont investis en startup ont été décuplés, mais la BPI, en fait, y est pour une bonne partie. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Donc, l'État est très interventionniste, en tout cas, via la BPI sur le marché des startups. Et moi, je crois que ça a été assez fondamental et que ça a permis à l'écosystème startup de se développer. Mais bon, voilà, quand même, c'est assez impressionnant. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une économie collectiviste, hein, mais voilà. Voilà pour le nombre d'investisseurs actifs. Alors là, on est sur, là pour le coup, ça c'est un slide hyper important, je trouve. Alors c'est des stats qui sont, je pense, qu'on peut remettre en question parce que les chiffres sont très difficiles à voir. Là, c'est un slide qui montre par stade de maturité, donc seed, série A, série B, quel est le montant moyen levé, quelle est la valo moyenne et quel est le chiffre d'affaires moyen au moment où ces boîtes lèvent des fonds. Donc en fait, alors, je ne sais pas comment Avolta a fait pour récupérer ces données, puisque c'est très difficile à avoir. Alors, ils ont peut-être fait un travail de fourmi, mais ça a dû leur prendre des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Mais en tout cas, nous, de ce qu'on voit chez Angel Square, on corrobore quand même globalement les ordres de grandeur, notamment les ordres de grandeur du montant total levé et des valorisations moyennes. Puisqu'on voit par exemple en seed, nous Angel Square, on est très, très actifs en seed et en série A, mais on voit qu'en seed, la levée de fonds moyenne c'est 650 000, la série A en moyenne c'est 2 millions. C'est à peu près cohérent de ce que nous on voit sur le marché. En revanche, je pense que là ils mettent que l'âge moyen des boîtes qui lèvent en seed est de 4,3 ans. Moi je pense que normalement ça devrait être moins. Concrètement, les boîtes qui lèvent en seed, elles ont plutôt 1 ou 2 ans. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'ils mettent en âge moyen pour l'amorçage, ils mettent 4,3 ans et 4,9 ans pour la série A. Ça veut dire qu'en moyenne, il ne se passe que 6 mois entre le seed et la série A. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, je pense que le 4,3 ans d'âge moyen du seed est un peu surévalué. Ça devrait être, je pense, 1 ou 2 ans. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, ce qui compte, c'est de voir que notamment en seed et en série A, qui sont en fait les tours de table qui concernent le plus de gens, évidemment, puisque le graphique du haut montre que pour 100 boîtes qui font une levée de fonds en round 1, donc c'est-à-dire en seed, il n'y en a que 25,6 qui vont faire ensuite une série A, puis 6,5. Donc on voit qu'il y a un taux pas d'échec, mais il y a un taux de perdition, on va dire, entre le seed et la série A qui est déjà assez énorme. Donc bref, je pense qu'il faut se focus sur le seed et la série A, parce qu'ensuite, série B, série C, etc. ne concernent quasiment plus personne. Donc la majorité des gens ici seront concernés plutôt par seed et série A. Et voilà, et donc c'est vachement intéressant de constater qu'en moyenne, quand une boîte lève en seed, elle a un chiffre d'affaires conséquent, puisque là, dans l'étude, il y a marqué que c'est 761 000 € de chiffre d'affaires annuel en moyenne. Donc c'est beaucoup. C'est assez loin en fait, de l'image d'Épinal qu'on se fait de la startup qui lève sur PowerPoint. Alors ça arrive évidemment, mais quand même, les boîtes qui font des belles levées de seed, parce que là, 650 000 €, c'est une belle levée de seed, et ben en fait, elles ont déjà un produit à mettre sous la dent, ou elles ont déjà un produit qui tourne, etc. Donc voilà. Alors, je suis désolé, je vois qu'il y a pas mal de questions sur des termes qui me demandent de revenir sur des slides précédents et tout. Je finis la présentation et puis ensuite je répondrai à vos questions, hein, parce que sinon ça va être compliqué.
Donc voilà, sur le seed, en moyenne 6,5 millions. Un truc intéressant aussi, c'est la valorisation. C'est la median enterprise value post-money. Donc ça veut dire que voilà, en moyenne, une boîte seed qui fait 761 000 euros de chiffre d'affaires est valorisée 2,5 millions post-money. Donc c'est-à-dire qu'avant sa levée de 650 000, elle est valorisée 1,9 million. Là encore, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir ce chiffre, parce que ça remet un peu les yeux en face des trous et les pieds sur terre. Donc, c'est pas des, voilà, en moyenne, les boîtes qui lèvent de l'argent ne le font pas à des valorisations de 50 millions ou de 10 millions. Le marché est plutôt autour de 2 millions, et ça c'est bien de le rappeler. C'est une valorisation qui paraît plus raisonnable que pas mal d'images d'Épinal véhiculées dans l'écosystème startup. Et on voit qu'il y a une forte augmentation de la valo, là, pour le coup, sur la série A. Mais c'est normal, parce qu'en fait, entre le seed et la série A, la boîte, elle passe du statut de projet entrepreneurial, en fait, à une vraie boîte. Donc, on voit que la valo est multipliée par 3, alors que, pour le coup, le revenu n'est multiplié que par, je sais pas, vu le nez, 30% ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, slide suivant, on est là, pour le coup, sur quels sont les secteurs et les business models qui sont les plus valorisés par rapport au chiffre d'affaires. Encore une fois, le terme EV/TPM, ça veut dire en fait la valo par rapport au chiffre d'affaires. Voilà. On constate quoi? Euh, on constate que les business models qui se valorisent le mieux, en fait, c'est les commissions et c'est l'abonnement. Alors, en l'occurrence, il y a aussi le manufacturing, mais la commission et l'abonnement, on l'a vu, c'est les business models qui en plus collectent le plus d'investissement. En fait, on a vu qu'ils représentaient quasiment 80% du montant total levé à eux deux. Voilà. Donc, en gros, si vous avez une boîte d'abonnement, enfin, je sais pas, par exemple, un logiciel, vous êtes par exemple n'importe quel le SaaS, donc un logiciel qui facture ses clients au mois par mois. Par exemple, je sais pas, un logiciel de facturation ou un logiciel de paye, voilà. Et ben, si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous serez valorisé 6,4 millions au maximum et 2,2 millions au minimum. Et si vous avez une boîte qui a un business model de commission, bah, si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous serez valorisé entre 2 millions et 8 millions. Alors, les fourchettes sont très larges, donc c'est difficile d'y voir clair, mais en tout cas, ça montre que voilà, le business model de commission est celui qui valorise le mieux par rapport au chiffre d'affaires. En termes de secteur d'activité, c'est un peu différent. Là, pour le coup, on constate que c'est la fintech et la deep tech qui en fait se valorisent le mieux par rapport au chiffre d'affaires. Alors, il se trouve aussi que c'est en fait les secteurs où les boîtes font le moins de chiffre d'affaires. C'est assez connu en fait que la fintech, les fintech qui lèvent des fonds font souvent très peu de chiffre d'affaires et lèvent à des valos très, très élevés. Et ben là, c'est ce qu'on retrouve en fait dans ces chiffres. Et c'est un peu la même chose pour la deep tech et pour l'intelligence artificielle. Ça veut dire parce que là, c'est des boîtes qui nécessitent beaucoup de R&D et qui feront du chiffre d'affaires tardivement en fait. Donc c'est pour ça que FinTech et Deep Tech font peu de chiffre d'affaires et ont des valos élevés, puisque en général les investisseurs qui investissent là-dedans espèrent des grosses valos par la suite. Donc voilà, ils investissent dans des boîtes qui font pas de chiffre d'affaires et qui se valorisent assez cher. Voilà. Et puis on constate aussi que par exemple, ceux qui se valorisent le moins, c'est food and beverage. Ça veut dire en gros les marques de nourriture, de boissons, etc. Où là, ça se valorise entre 2,4 et 4,4 fois le chiffre d'affaires. Voilà. Alors, on passe maintenant Ça fait combien de temps que je parle? Ça fait déjà 30 minutes. On passe aux tendances sur les exits. Donc voilà, premier slide sur les exits. On constate qu'il y a par trimestre, donc hors Covid, parce qu'on voit qu'il y a une grosse chute au Q2 2020. Donc là, c'est évidemment que pendant tout le premier confinement, il ne se passait plus rien. Mais hors Covid, on voit même qu'au Q3 2020, c'est reparti. Il y a entre 30 et 40 deals, voire 60 deals par trimestre. Donc, ça fait à peu près 150 deals par an, quoi. Ouais, entre 150 et 200 exits par an.
On constate que le deal médian n'a pas bougé, la valo médiane, puisqu'on est, donc là c'est le graphique du bas, on est en valo médiane à peu près à 30 millions d'euros, 33 millions d'euros. Et en fait, c'est un peu plus élevé qu'avant, mais et encore non, parce que là c'est le Q3 2020, on en voit qu'au Q1 et au Q2 2020, c'était à 13,3 à 14 millions. Donc ça a même un peu baissé. Et ça, c'est vachement étonnant aussi, puisque en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les montants investis ont explosé depuis 2014. Et à côté de ça, les sorties en fait se font au même prix. Et il n'y en a pas beaucoup plus qu'avant, puisqu'on voit sur le graphique du dessus qu'on est toujours à peu près au même nombre d'exits par trimestre. Et là, pour le coup, moi, je trouve ça assez flippant parce que ça veut dire qu'en gros, il y a 7 fois plus d'argent investi dans les startups. Et pourtant, les exits, elles n'augmentent pas ni en nombre ni en montant. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une perdition de cash énorme. Et en fait, je pense que c'est assez directement lié au fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été émis par les banques centrales, que ça fait monter les cours de bourse et ça fait monter aussi, en fait, indirectement, ou directement d'ailleurs, les valos des startups et les montants investis en startups. Mais ça ne peut pas durer éternellement, puisque ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de pognon perdu. Et ça, à long terme, c'est pas bon. Donc voilà, on voit que les montants totaux investis représentent en gros un peu une bulle financière. Et alors que les exits, qui elles représentent plutôt l'économie réelle, puisqu'en fait, une exit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort son chéquier pour racheter une boîte. Et ce jour-là, le quelqu'un en question, il ne va pas payer n'importe quel valo. Il va faire attention, il va négocier, il va pas investir sur une boîte qui perd trop de pognon. Donc, on est plus sur du concret et sur de l'économie réelle. Donc, il y a une grosse distorsion entre le montant total levé et les valeurs d'exit qui sont un petit peu inquiétantes, même très inquiétantes, je trouve, pour la suite. Alors ça, c'est la répartition des exits par profil du racheteur. Donc, il y a trois types de racheteurs possibles. C'est les corporates, donc c'est les grands groupes. Les sponsors, c'est les fonds. Donc, en gros, c'est une boîte qui est rachetée par un fonds qui veut la développer. Et les IPO. Donc, IPO, c'est les introductions en bourse. Donc, en fait, on voit qu'une IPO, ça arrive quasiment jamais, en tout cas pour les startups françaises, puisque là, ça concerne les startups françaises. Parce que vous voyez que Q3 2020, il y a eu une seule IPO, en Q2, il y en a eu 0. Donc voilà, c'est très rare. En revanche, on constate que c'est les corporates qui rachètent la majorité des boîtes. C'est pas très surprenant, puisque voilà, les corporates des grands groupes font tous de la veille technologique et de la veille d'innovation sur leur secteur. Et quand il y a une boîte qui les intéresse, qui coûte pas trop cher, et ils la rachètent parce que ça les aide à se développer, à innover, à lancer des nouveaux services, etc., à se renouveler. Mais voilà, donc en gros, si vous lancez une startup, ne pensez pas à l'introduction en bourse parce que ça arrive jamais ou quasiment jamais. Et en revanche, il faut plutôt faire sa stratégie d'exit avec des corporates. Voilà. En tout cas, c'est ce que montrent les chiffres sur la probabilité que ça arrive, quoi. Voilà. Ensuite, là, on est sur le nombre d'exits. Alors, comme on l'avait déjà vu il y a 2 slides, mais le nombre d'exits reste stable. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, enfin sur le slide précédent, que les montants levés ont explosé, mais que le nombre d'exits n'a pas explosé et reste stable. Donc, on va avoir un problème à un moment. Et même la valo des exits a baissé. C'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. En gros, le graphique de droite représente le montant total ou la valorisation totale des startups qui sont rachetées. Donc, vous voyez qu'en 2019, on était à 4,5 milliards de valeur totale de rachat de startups. Et en 2020, aujourd'hui, on est à 3 milliards. Alors, encore une fois, il y a le Covid, mais on peut dire qu'en 2018, enfin en 2017, on était plus élevé qu'en 2019, quoi. Donc, elle a plutôt tendance à baisser, la valeur totale des exits. Et ça, pareil, ça va poser problème, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les montants investis et les montants récupérés à la fin, en fait. Et ça va poser problème. Donc
Donc voilà, là, alors qu'est-ce que c'est que ce slide? C'est le prix moyen des exits, enfin la valorisation moyenne des exits. Alors, donc ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que ça veut dire que quand vous créez une startup en France, quel valo vous pouvez espérer. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que 72,6% des boîtes sont rachetées à moins de 50 millions d'euros. Donc voilà, déjà, c'est quand même important à savoir. Il n'y en a que 11,1% qui sont supérieurs, qui se font racheter plus de 150 millions d'euros. Sachant qu'on a vu qu'il y avait, sur le slide précédent, il y a à peu près 200 exits par an. 10% de 200, ça fait 20. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20 boîtes par an en France, enfin des boîtes françaises qui sont rachetées chaque année à plus de 150 millions d'euros. Voilà, donc c'est bien d'avoir ces sortes de grandeurs en tête, parce que ça veut dire que ça n'arrive pas souvent. En revanche, ce qui arrive plus souvent, c'est des exits à moins de 50 millions d'euros. Évidemment, alors peut-être que ça fait moins rêver que les licornes et tout ça, mais d'ailleurs, ça veut dire aussi que chasser les licornes, c'est quand même pas le meilleur plan quand on est investisseur. Parce que c'est très rare, quoi. Parce que là, en plus, on est à 11,1% au-dessus de 150 millions, mais une licorne, c'est plus d'1 milliard. Donc en fait, on sera à 0,1% ou à peut-être 0,5%, je sais pas, mais bref, ça arrive jamais. Donc la valeur d'exit sur laquelle on peut raisonnablement compter, c'est plutôt ça se chiffrera plutôt en dizaines de millions d'euros. Et en plus, on verra par la suite que même dans ce qui s'appelle le peloton des 72,6% de boîtes qui sont rachetées moins de 50 millions, la plupart se font racheter moins de 25 millions. Donc voilà, en fait, c'est encore moins que 50 millions, parce que la médiane, on va le voir sur le slide d'après, médiane, alors attendez, médiane enterprise value, donc c'est le graphique du bas au milieu. On voit qu'elle est à 24,5 millions pour les startups qui sont financées par un VC et 17 millions pour celles qui ne sont pas financées par un VC. Alors, je vais juste m'attarder un peu sur cette notion-là. D'abord, je reviens au graphique du haut. Alors, ce qu'on appelle une VC-backed exit, ça veut dire une startup qui a été financée par un VC, donc un fonds d'investissement, et qui se fait racheter. Donc, on voit que la proportion des startups, des VC-backed exit, on va dire ça, est à peu près de 50% en 2020. Elle était de 30% en 2017. Donc, ça veut dire que les VC ont plutôt bien bossé, en fait, puisqu'ils ont investi dans des boîtes sur lesquelles ils ont fait une exit. Donc ça, c'est bien, c'est leur boulot, c'est bien. Et voilà, ça veut dire aussi qu'il y a 50% des startups tech qui ne sont pas financées par des VC. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont encore de la marge, nos amis VC. Et concernant les valos, là, pareil, c'est très intéressant. On voit que les boîtes qui sont financées par des VC, donc là, j'en reviens aux 3 graphiques du bas, en fait, se valorisent plus. On voit la médiane enterprise value est à 24,5 comparé à 17 quand il n'y a pas de VC. Donc ça, c'est quand même significativement plus en proportion. Donc c'est-à-dire que quand tu as un VC au capital en tant qu'entrepreneur, tu as plus de chances d'avoir une forte valorisation à l'exit. Et de même, tu vas vendre ta boîte plus vite, puisqu'on voit que le median time to exit, ça veut dire que l'âge moyen de la boîte au moment de l'exit, il est plus jeune, il est plus court quand il y a un VC. Quand il y a un VC, tu vends ta boîte au bout de 7 ans. Quand il n'y en a pas, tu la vends au bout de 10 ans. Ce qui est logique, parce qu'en fait, le boulot du VC, sa mission, c'est d'investir sur quelques années et de récupérer sa mise avec une plus-value. Donc c'est normal qu'en fait, le VC, au bout d'un moment, mette la pression sur l'entrepreneur pour sortir et pour vendre la boîte. Donc voilà, donc les VC sortent plus tôt font des exits plus vite et à des valos plus importantes. Alors pourquoi des valos plus importantes? Je pense parce qu'en fait les VC ont plus l'habitude de faire des exits et donc coachent mieux les entrepreneurs pour bien négocier leurs valos. Enfin moi c'est comme ça que je l'analyse. Et d'ailleurs, ce qu'on voit le graphique de gauche, médiane valo par rapport au chiffre d'affaires, on voit que quand tu as un VC au capital, tu valorises 3,9 fois ton CA, alors que quand tu n'en as pas, tu valorises 2,5 fois. C'est quand même significativement plus, quoi. Donc voilà. Je crois qu'on a quasiment fini. J'espère que c'est intéressant. Posez bien vos questions sur l'onglet Q&R. Je les regarderai juste après.
Voilà. Donc là, pareil, on parle de l'âge moyen des exits. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, il augmente assez significativement, puisque donc maintenant, on est à 9 ans. L'âge moyen d'une startup qui est rachetée est de 9 ans. Donc, ça veut dire que ça se fait pas si vite que ça, déjà, hein. Donc, ça veut dire, je vous rappelle que le montant moyen des exits est autour de 20 millions d'euros, on va dire. Donc voilà, en France, tu crées une boîte, tu as des chances, et encore, c'est pas donné à tout le monde, mais tu peux espérer la revendre une vingtaine de millions d'euros 9 ans après. Voilà, même chose, on est loin du profil des licornes qui se fait en 3 ans avec Mark Zuckerberg, etc. Donc ça, c'est la réalité du marché français. Donc c'est quand même intéressant quand même de vendre une boîte de 20 millions. Mais bon, il faut le savoir, notamment quand on est investisseur. Et alors, le graphique du haut, en fait, montre quoi? Il montre un truc assez étonnant. Il montre qu'en fait, maintenant, les boîtes qui sont rachetées font beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'avant. En 2017, les boîtes qui se faisaient racheter faisaient 4,7 millions de chiffre d'affaires. Et en 2019, elles font 13,8 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les exits se concentrent sur des boîtes de plus en plus matures, finalement. Et un truc assez marrant aussi, c'est qu'il y en a la majorité maintenant qui sont rentables. Donc voilà, ça veut dire que la startup qui fait pas de chiffre d'affaires et qui lève des millions et qui est vendue des milliards, ça n'existe pas. Oui, ça existera de moins en moins a priori. En tout cas en France, encore une fois. Et puis, dernier chiffre de 3,5 millions, c'est qu'en moyenne, une boîte qui se vend a levé 3,5 millions. Voilà, ce qui est en fait pas si énorme que ça quand on voit le montant total investi en startup aujourd'hui. En fait, on voit que c'est assez faible, quoi. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment il y a d'un côté la bulle financière qui investit plein de pognon dans des énormes deals, sur des énormes levées de fonds, et l'économie réelle, qui est représentée plutôt par les exits, qui là se font sur des chiffres plus raisonnables, quoi, et plus terre à terre. Voilà. Et donc, il nous reste. Attendez. Où est-ce que j'en étais? Voilà, là, on fait un petit zoom sur les racheteurs. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. On voit que c'est à 70% des rachats qui sont faits par des boîtes françaises, mais que les plus gros deals, enfin les plus grosses valorisations d'entreprises sont payées par des investisseurs étrangers. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est assez notable et c'est peut-être un peu inquiétant en tant que Français, parce que ça veut dire que en gros, les petites startups sont rachetées par des groupes français et les grosses startups partent à l'étranger. Ça veut dire qu'en gros, les meilleures boîtes, elles partent à l'étranger. Donc ça, c'est un peu gênant aussi sur le long terme. Ce serait quand même mieux pour l'écosystème national que les plus grosses boîtes, les plus grosses startups soient rachetées par des grands groupes, surtout que nous, en France, on a plein de grands groupes qui pourraient avoir les moyens de le faire. Mais c'est pas trop dans les mœurs, etc. Donc voilà, on constate que sur le graphique de gauche, que 70% des deals sont faits par des boîtes françaises, c'est le rectangle bleu foncé. Mais en valo total d'exit, en fait, les boîtes rachetées par des entreprises françaises, les startups rachetées par des groupes français, ne valent qu'un peu moins de 40%. Donc ça veut dire qu'il y a 60% de la valeur des startups vendues ou rachetées qui partent à l'étranger. Voilà, ouais. Donc voilà, on voit que côté racheteur français, il y a La Poste qui a racheté 7 boîtes, Accor en a racheté 5. Il y a aussi des financiers, hein, LBO France, Apax, BNP Paribas. Non, BNP, c'est la banque. Voilà. Et puis côté étranger, du côté des plus gros deals, on voit qu'il y a des BlackRock, donc le fonds, on voit qu'il y a des Getaround, il y a des financiers et puis il y a des corporates. Mais le fait est que voilà, les plus grosses boîtes sont rachetées par des étrangers. Alors ça, c'est un slide sur l'IPO et sur les performances des boîtes tech cotées. Alors ça, c'est pas hyper
intéressant, enfin c'est toujours intéressant, mais ça concerne peu de boîtes finalement les IPO, mais on voit que les boîtes cotées, les startups qui font une intro en bourse, en fait, après leur introduction en bourse, ont des performances très, très mauvaises. Voilà, donc l'IPO arrive très rarement, et en plus, quand elle arrive, elle est rarement bénéfique sur le long terme pour les actionnaires, enfin, sauf qu'en général, les actionnaires ils sortent à l'IPO justement. Mais voilà. Et puis, donc, le dernier slide, là, c'est les multiples d'exit par business model et par secteur. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est encore les business models de l'abonnement et de la commission qui valorisent le mieux les boîtes aux exits, hein, puisque, voilà, encore une fois, les fourchettes sont larges, mais bon, les tendances, enfin, les ordres de grandeur sont quand même là. Une boîte qui a un business model de commission peut espérer la vendre jusqu'à 12,6 fois le chiffre d'affaires, alors qu'une boîte qui fait du e-commerce ne fera que fois 1,5 le chiffre d'affaires, ce qui est peu. Et puis côté secteur d'activité, c'est là pour le coup, c'est la cybersécurité qui tient la corde, avec aussi travel et hospitality, donc c'est les Airbnb-like et les fintech. Voilà. Puisqu'on avait vu que au début, les fintech, quand elles sont financées, elles font peu de chiffre d'affaires. Et en fait, ça reste jusqu'à l'exit, c'est-à-dire qu'on valorise beaucoup le chiffre d'affaires des fintech. Voilà, donc on a fini l'étude. Donc moi, franchement, je trouve que c'est super intéressant. C'est un super boulot que fait Avolta tous les ans. Donc bravo à eux. Et voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait donc on va pouvoir passer aux questions. Il est quelle heure? Il est. On va faire une petite quinzaine de minutes sur les questions. Alors, médiane dilution, pouvez-vous expliquer? Ouais, médiane dilution, ça veut dire en fait la dilution, c'est donc là je réponds à la question de Robert. La dilution, c'est la part de capital que l'investisseur va acheter au cours d'une levée de fonds. Et donc, médiane dilution, ça veut dire la part de capital moyenne. Donc, quand la médiane dilution est à 30%, ça veut dire qu'en moyenne, quand une startup lève des fonds, elle lâche 30% de son capital. Voilà. Une question de Joseph. Comment valoriser une startup en phase d'amorçage, mais avec un gros potentiel de bénéfice, business model commission sur un très gros marché? Alors comment? De toute façon, c'est toujours pareil. Quand on valorise une startup, on le fait en prenant les comparables de marché. Et là, en l'occurrence, les comparables de marché, on va regarder, c'était où? Voilà. En seed, en moyenne, tu peux espérer une valo pré-monnaie de 1,9 million. Si ta boîte elle est toute jeune, ce sera moins que ça. Si là tu m'as dit quoi, phase d'amorçage, gros potentiel, business commission, je pense que tu peux te la valoriser. Alors si tu commences déjà à faire un peu de chiffre d'affaires, tu peux la valoriser entre 1 et 1,5 million. Voilà, je te réponds à la louche, hein, mais ce sera à peu près ça. Olivier Vautrin, qu'est-ce qu'un sponsor sur le slide 15? Alors, un sponsor, c'est un fonds d'investissement qui rachète une boîte et qui la développe pour la revendre plus cher. Voilà. Sandra, merci d'expliquer la différence entre les coefficients 3,6 et 6,4 du graphisme French Investor Only du slide 7. Alors, c'est ça. Alors, 6,4 et c'était quoi? 3,6 et 6,4. Oui, en fait, c'est sur les graphiques de droite, là, c'est le multiple moyen par rapport au... Donc, le multiple attends, on est où là? C'est le multiple de... Oui, c'est le multiple de valo. En fait, c'est la valo par rapport au chiffre d'affaires. EV/TTM, ça veut dire la valo par rapport au chiffre d'affaires. Et en gros, on constate que en fait, le 3,6, c'est la médiane. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a la moitié des boîtes financées par un French Investor Only. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas financés par des investisseurs étrangers, mais qui sont financés par des investisseurs français. Et il y a 50% de ces boîtes-là qui sont valo moins de 3,6 fois de CA.
Alors que quand il y a un investisseur étranger qui participe, la moitié des boîtes sont valorisées moins de 4,1 fois le CA. Voilà. Ça veut, grosso modo, ça veut dire que les investisseurs étrangers payent des valos un peu plus chers. Voilà. À quel secteur de la presse à Volta appartient la beauté? La beauté, j'imagine que ça appartient à... je pense que c'est... ça doit être... ça aurait pu être du e-commerce, mais là, je pense que là, dans les secteurs ici, ça pourrait être peut-être du food and beverage. Ouais, ou else. Non, else, ça me paraît loin quand même. Je dirais food and beverage. Puis sinon ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, Njara, pas sûr d'avoir compris la différence entre le slide 12 French VC Trends et le slide 22 French Tech Exit Trends. Alors, j'ai plus les. Alors, slide 22, bah, c'est ça. French Tech Exit Trends. Et slide 12. VC Multiples. Bah, en fait, c'est les mêmes données, mais c'est juste qu'il y en a un. Donc là, le slide 12, c'est les multiples de valorisation, enfin la valo par rapport au chiffre d'affaires au moment de la levée de fonds. Et le slide 22, c'est la valo par rapport au, la valo par rapport au chiffre d'affaires au moment de l'exit. Donc voilà, on voit par exemple, on va regarder pour les boîtes fintech, là, au graphique de droite, en bleu en haut. Bah, les fintechs sont valorisés jusqu'à 9,4 fois le chiffre d'affaires à l'exit. Et à la levée de fonds, on a vu qu'elles sont valorisées jusqu'à 13,4 fois le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'en gros, elles sont survalorisées au moment de la levée de fonds par rapport à l'exit, en fait. Puisque à la levée de fonds, on valorisera au maximum 13 fois le CA, alors qu'à l'exit, on valorisera 9 fois le CA. Alors, Cécile, inquiétant que les conclusions sur les sorties dont les valos baissent alors que les montants d'investissement explosent. Oui, tout à fait. Je trouve ça assez, assez inquiétant. Ouais. Enfin, après, ouais, ça fait un petit peu bulle financière, quoi. Donc il faut espérer qu'au moment où la bulle explose et que les montants investis vont baisser, parce que des investisseurs, on peut imaginer par exemple que les investisseurs étrangers, un beau jour, en aient marre d'investir à perte dans les boîtes françaises, donc ils vont arrêter d'investir. Mais il faudra que ce jour-là, les investisseurs français prennent le relais et qu'il reste des bases solides. Mais je pense que l'écosystème français est assez solide, avec un bon système de formation, avec des bonnes infrastructures, un marché intérieur qui est quand même pas ridicule. Donc, on a quand même de quoi faire, même s'il y a une crise qui foutrait un peu le bazar, quoi. Frédéric, j'ai le meilleur produit, je suis la meilleure startup au monde. Comment dois-je choisir mon partenaire VC, seul KPI, spécialiste de... C'était la meilleure startup au monde. A priori, tu as tous les VC qui doivent toquer à ta porte. Donc, tu n'auras pas beaucoup de mal. Mais sinon, pour comment choisir son partenaire VC, déjà, il faut avoir le luxe de choisir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà les convaincre. Pour les convaincre, en général, il faut avoir des KPI intéressants et être sur un secteur qui les intéressera. Et ensuite, comment tu les choisis, il faut que tu t'entendes bien avec le partenaire du VC qui sera en contact avec toi et que tu penses et puis éventuellement qu'ils aient aussi financé des boîtes dans ton secteur pour te prouver qu'ils connaissent bien ton secteur. Voilà. Cécile Bassot, quelle est la solution? Ah, la solution. C'était la question de comment les risques des exits qui n'augmentent pas avec les... la solution, ce serait que les exits augmentent, idéalement. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ça veut dire que pour que les exits augmentent, il faudrait qu'il y ait plus de boîtes qui en rachètent, qui les rachètent plus cher. Ce qui pourrait être aussi une solution, c'est que les valos, que les montants investis en start-up baissent ou alors soient répartis sur plus de start-up. Donc, voilà, sachant que la tech française ne va pas non plus créer des millions de start-up chaque année. Donc, la solution, ce serait que déjà, ça peut rester comme ça jusqu'à ce que les investisseurs aient plus de pognon, mais je pense que la solution serait quand même de revenir à la raison un peu à tous les échelons de l'écosystème tech, donc pas investir n'importe comment au début,
Mais en fait, encore une fois, on constate que la majorité des fonds investis le sont en série C, D et plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui a fait exploser le montant total levé par les startups, c'est des très gros deals, des levées à 300 millions, les levées de Vodoo qui a été financée par Goldman Sachs, voilà, des deals comme ça. Et ça, en fait, c'est déjà plus de la startup, c'est déjà quasiment de la spéculation, en fait. Donc, ça, je suis pas sûr que ça fasse de mal à l'écosystème startup. Encore une fois, les montants totaux levés en seed et en série A n'ont pas tant bougé que ça. Donc, c'est ça ce qui fait la base de l'écosystème startup. Donc, tant que ça tient, ça va. Après, s'il y a des folies qui sont faites en série D, bon, c'est plus trop le problème de l'écosystème startup français finalement. Ne trouvez-vous pas souvent que les valos lors de levée de fonds sont très élevés par rapport à la réalité économique des startups? Quelle est la tendance sur ce point depuis le début du Covid? Alors oui, tout à fait, les valos sont élevés. Parce que même nous, on dit qu'une valo correcte pour une startup, c'est 1 million, 1,5 million. Donc du coup, on a l'impression que dès qu'on monte une startup, on est millionnaire parce que notre boîte va valoriser 1 million. Donc oui, bien sûr que c'est décorrélé de l'économie réelle, la valorisation d'une startup, en tout cas au début. Mais c'est normal aussi que ce soit plus valorisé, qu'on valorise une startup différemment d'une boulangerie, d'une boulangerie ou d'un commerce traditionnel, puisque quand on investit dans une startup, on espère une croissance rapide. Et tous les secteurs de l'économie ne sont pas concernés par des croissances aussi rapides que les startups. Donc, c'est pour ça qu'on les valorise cher. Et puis, il y a aussi un point de dilution, c'est-à-dire que quand un entrepreneur veut lever 300 000 euros en amorçage, il ne va pas lâcher 90% de sa boîte. Donc, il va en lâcher 25%. Donc, 25% pour 300 000 euros, ça veut dire que la boîte vaut 1,2 million. Voilà. Donc, oui, c'est plus cher que c'est évidemment différent de l'économie réelle, mais on ne peut pas faire autrement. C'est obligé. Et quelle est la tendance sur les valos depuis le début du Covid? On voit pas à vrai dire, on n'a pas vu de baisse de valos significative, même sur le seed et la série A depuis le Covid. Antoine, merci pour la présentation. Quels sont les multiples moyens attendus par un VC sur un invest seed, série A, série B? Le VC, il est content s'il fait à peu près x3 sur son portefeuille en 5-7 ans. Donc, s'il investit chez toi à valo 5 millions et qu'il sort à valo 15 millions, il sera content. Après, ils vont te dire qu'ils visent des licornes et tout ça, mais dans les faits, souvent, le portefeuille d'un VC est constitué de 5-6 boîtes sur 10 boîtes, il y en a 5-6 qui vont au tapis, il y en a 3-4 qui font un petit multiple sympa, et puis il y en a une qui fait un gros multiple. Voilà. Alors, Jean-Michel, ne trouvez-vous pas que les valos actuels en site sont disproportionnés? Une entreprise de logiciel qui fait 104 CA par an en abonnement pour plus d'1 million pré-monnaie. Oui, ça rejoint la question précédente. Encore une fois, quand on valorise une startup, on ne valorise pas le chiffre d'affaires, on valorise le potentiel du business. Donc, une boîte logicielle qui fait 104 CA par an, on peut espérer que dans 2 ans, elle en fasse 10 fois plus. Donc, c'est pour ça qu'on va accepter de payer une valorisation assez élevée, quoi. Alors, Philippe, en synthèse, un business angel a intérêt à investir aux côtés d'un fonds d'investissement. Meilleur vélo de sortie, durée de sortie plus rapide. Alors, non. En fait, on n'a pas, là, sur le graphe qui parlait des valorisations moyennes des exits en fonction de s'il y avait un VC dedans ou pas. Ça parlait de la valo de sortie, mais ça ne parlait pas du TRI réalisé. En fait, ce qu'on constate, c'est que les VC, ils investissent à des valos beaucoup plus élevés que les business angels. Et donc, en fait, quand tu investis à une valo plus élevée, tu fais moins de TRI à l'exit, en fait, évidemment. Donc, en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que les business angels sont des meilleurs investisseurs que les VC parce que le business angel, il investit plus tôt. Il investit, alors évidemment, des tickets plus petits en général, mais il peut sortir plus tôt aussi. C'est-à-dire, par exemple, un BA, il va souvent investir en seed et sortir en série A ou en série B, alors qu'un VC, il investira rarement en seed et il investira plutôt en série A, série B, et il sortira que à la fin, quoi. Et ça, quand tu es business angel, c'est un peu chiant d'attendre jusqu'à la fin, alors que toi, quand tu es business angel et que tu investis plus tôt, tu peux sortir plus tôt. Donc, moi, je recommande plutôt au BA de ne pas investir aux côtés de VC, justement. Gary, comment convaincre un BA ou VC sur un sujet aussi particulier que le hip-hop et les cultures urbaines? Malgré des KPI satisfaisants, il y a un facteur de manque de connaissances et d'a priori qui freinent les échanges.
Existe-t-il une solution pour casser ces barrières? C'est sûr que c'est difficile. En gros, il faut, pour convaincre un investisseur, il faut que tu sois sur un marché sexy, que tu aies un produit ou un service qui soit facilement réplicable, en gros, ce qu'on appelle scalable, voilà, et qu'il y ait une perspective de sortie en fait pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut que sur le marché du hip-hop, il y ait des leaders du hip-hop qui puissent racheter ta boîte. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est les questions que vont se poser les investisseurs. Jean-Michel, que pensez-vous de corréler la valo à des objectifs d'atteinte de CA? N'est-ce pas une idée pour trouver une valo acceptable par les deux parties? Encore une fois, sur la valo, de toute façon, c'est des négociations entre les deux parties. Donc, à la fin, s'il y a une levée de fonds, c'est que la valo est acceptable par les deux parties. Voilà, de toute façon, oui, il faut accepter que les valos de start-up soient décorrélés du chiffre d'affaires au début. Elles ne se font pas sur le chiffre d'affaires, elles se font sur la norme de marché. Et je ne pense pas qu'en seed ou en série A, une valo puisse se faire simplement sur un multiple de CA, parce que sinon, on n'aurait que des boîtes qui lèveraient 100 000 euros pour 90% du capital. Donc ça, pour les entrepreneurs, ce n'est pas possible, quoi. Existe-t-il une notation par les startups de leur VC? Pas que je sache, mais c'est vrai que ce serait une idée intéressante. Quels sont les top performing startups chez Angel Square? Écoute, c'est Mohamed. Salut Mohamed. Écoute, on en a qui marchent très bien. On a toi déjà. On a Sésame. Là, on a des boîtes qui viennent. On a Luco par exemple qui vient d'annoncer une grosse levée de fonds dans le marché de l'InsurTech. On a plein de boîtes qui cartonnent. On a Tiller, on avait Pumpkin qui a été racheté par le Crédit Mutuel. On en a plein. Je t'invite à aller voir sur le track record, sur le site d'Angel Square, notre track record. On en a un paquet. Maëva, la valo des startups françaises sont en effet élevées, mais ne suivent pas une tendance plus internationale avec des valos parfois encore plus élevés. Non, oui, c'est sûr que les valos sont plus élevés en Angleterre et aux US, mais en gros, c'est parce que y a plus d'argent investi et c'est proportionnel, quoi. Donc, voilà, les US, après, c'est un marché beaucoup plus grand que le marché français. Donc, c'est normal que les valos soient plus élevés, que tous les indicateurs soient plus élevés. Donc, après, le UK, c'est un marché comparable à la France, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus d'investissements, notamment en fintech. Pour une marketplace, faut-il prendre le CA transactionnel ou celui de la société? Alors, je ne crois pas comprendre la question. Ouais, tu prends le chiffre d'affaires de la société, quoi. Donc, en général, c'est ton chiffre d'affaires transactionnel quand tu fais une marketplace, mais ouais, c'est ça. Sylvain, comment sortent les business angels? Le VC rachète ses parts. Ouais, ça arrive assez souvent que le VC rachète les parts d'un business angel. En fait, souvent, quand un BA, quand un VC veut investir dans une boîte et mettre un gros ticket, il aime bien ce qu'on appelle nettoyer la table de capitalisation, donc racheter les petits porteurs, les petits actionnaires historiques, et notamment les business angels. Et donc, le BA, il est content de vendre ses parts à un VC qui lui rachète à une valeur importante, peu de temps après le seed en général. Donc voilà. Que dire à un BA qui trouve la valeur trop élevée? Moi, je recommande, si c'est un BA qui apporte beaucoup à ton business et avec qui tu t'entends bien, c'est de ne pas t'accrocher sur la valo en amorçage, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la valo à l'exit. Et ce qui est important en amorçage, c'est de bien t'entourer, avec de gens avec qui tu t'entends bien. Et voilà. Donc, si tu as un BA que tu adores, qui trouve la valo trop élevée, je te conseille de baisser ta valo. Cécile, quelle est la décote moyenne de cash out? En moyenne, quand un VC investit à valo 100 et que toi, tu es business angel et que tu veux vendre tes parts au VC, il va te proposer une décote un discount de 25% par rapport à la valo de la levée de fonds. Les fonds trouvent-ils plus facilement de l'argent en ce moment qu'avant? Alors, ouais, en tout cas avant le Covid, je ne sais pas comment ça se passe, les levées des nouveaux fonds en ce moment, pour les VC. Mais il y en a qui continuent, ça va être proportionnel. Je pense que ça va être proportionnel au montant qui continue d'être investi. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, tant que les banques centrales arrosent d'argent les acteurs financiers, il y aura une partie de cet argent qui se retrouvera dans les startups. Donc, je pense qu'on n'est pas parti pour un effondrement tout de suite, en tout cas. Voilà. Les slides seront-elles partagées? Et Sylvain, écoute, tu peux les télécharger. Il y a Alexandre qui a mis les slides dans le
qui a mis le lien pour que tu télécharges le PDF que je vous ai partagé. Donc voilà, vas-y, c'est gratuit, c'est sur le site d'Avolta. Voilà, messieurs, dames, écoutez, c'était un plaisir de commenter sur cette étude qui était très intéressante. J'espère que ça vous a plu. Voilà, et j'espère qu'on reste en contact et puis qu'on se retrouvera bientôt autour d'un nouveau webinar ou peut-être d'un événement physique quand on aura le droit d'en refaire un nouveau. Le replay de ce webinar sera partagé par Angel Square sur nos réseaux sociaux. Voilà, merci à tous et à bientôt.